C'est vraiment dans le Gotha. D'après vous, c'est l'œuvre d'un ou plusieurs artistes? Un fragment de ce type. Alors, fragment par fragment, il s'agit probablement de plusieurs artistes. Maintenant, qui sont assez proches les uns des autres pour pouvoir unifier, on va dire, leur pratique. Voilà, c'est ça le problème, parce que oui. Bas-relief par bas-relief, il y a aujourd'hui une sorte de consensus pour dire que c'est un sculpteur pour chacun des bas-reliefs. Peut-être un sculpteur, on va dire, maître et un sculpteur second ou un apprenti qui travaille avec lui sur certains détails bien précis. On sait de plus en plus, par exemple, que dans l'art du XIIIe siècle, il y a ceux qui pensent la statue, qui lui donnent ses volumes, ceux qui ont le sens du modelé en particulier, comme l'ont eu par la suite à un niveau génial des gens comme Le Bernin ou comme Rodin. Voilà, ce sont des gens qui voient les choses complètement dans l'espace. Il y a ceux qui sont des bons descripteurs. C'est ceux qui savent mettre en pièces, en 3 dimensions, des éléments de décor, d'ornementation, de mobilier, même à la limite certains éléments de visage. Ce sont des très bons faiseurs qui ont appris vraiment sur le tas à faire des œuvres d'une grande exactitude. Et puis il y a les spécialistes de l'ornementation pure. Ceux qui, on va dire, font peut-être de la frise au kilomètre. Le bord d'un oreiller ici peut très bien être fait par un sculpteur différent de celui qui a conçu les volumes. Au sens global de la sculpture. Voilà, on lui donne un champ de travail bien délimité sur lequel on sait qu'il est très très bon. Voilà, mais on n'a qu'une certitude. Non. Maintenant, c'est très intéressant. La meilleure façon de procéder, c'est de voir aujourd'hui, quand on fait de la restauration, comment, à l'intérieur même d'une entreprise de restaurateurs, les gens s'organisent. Ça apprend souvent plus qu'une observation très intellectuelle et très théorique. Vous voyez bien comment les gens, finalement, finissent par procéder. Et ce qui est très important dans notre façon de concevoir le Moyen-Âge, c'est qu'il faut surtout, je dis bien surtout, ne pas l'envisager trop comme on envisagerait aujourd'hui les artistes. Il s'agit avant tout de commandes, il s'agit avant tout d'artisans, que l'on appelle nous aujourd'hui artistes tout simplement parce que leur génie est beaucoup trop évident. De travail d'équipe. Voilà, mais ce sont des gens qui travaillent en équipe, ce sont des gens qui travaillent en se donnant des idées, ce sont des gens qui se concertent énormément, qui se concertent à l'oral. Il ne faut jamais oublier cette dimension. Quand vous êtes dans ces bas-reliefs du Jubé, il y a le sculpteur, évidemment, mais il y a également le maître d'œuvre, celui qui conçoit l'ensemble de la structure du Jubé, au sens vraiment architectural. Et puis, il y a le commanditaire, l'évêque, ou alors le doyen du chapitre, qui lui imagine un certain ensemble et qui peut intervenir, pas dans le détail, mais qui peut intervenir dans l'équilibre général du projet. Et puis, il faut aussi imaginer le théologien, le spirituel, le prêtre, qui va donner au sculpteur des éléments de réflexion, des choses à mettre en valeur dans sa sculpture. Et il y a une phase croquis aussi. Voilà, alors aujourd'hui, alors pas du tout de la façon dont on l'imagine nous aujourd'hui, mais il y a forcément, on va dire, un travail d'ébauche ou de premier jet ou d'essai. Essai sur lequel on repense, on recalcule, on se redonne d'autres pistes de travail. Aujourd'hui, on travaille par contrat. Le Moyen-Âge fonctionne par confiance donnée. Aujourd'hui, on travaille sur des documents écrits. Le Moyen-Âge fonctionne à l'oral. Et donc, vous devez imaginer que la conception d'un Jubé comme ceci, qui est une réussite absolument fantastique du point de vue de l'art, et j'insiste, de la spiritualité, il dit tellement sur la foi chrétienne, le rôle de Marie et le mystère de l'incarnation, de la présence, de l'arrivée du Christ dans notre histoire, une réalisation de ce genre se joue sur toutes les discussions. Imaginez le maître d'œuvre dire « Ah, le panneau fera... » Lui, il ne parle pas en mètres, mais il dirait aujourd'hui le panneau fera 2,12 m de long et 1,14 m de haut.
Le sculpteur lui répondant je vais pas pouvoir cadrer bien la scène, est-ce que j'ai besoin d'un peu plus d'espace, parce que qu'est-ce que je dois en mettre en valeur? Alors il se retourne vers le chanoine, le théologien, qui lui dit ce qui est important dans une scène de la nativité, c'est d'abord le rôle central du Christ, il faut que vous le mettiez en valeur sur un autel, comme s'il était déjà celui qui va sauver le monde, il était déjà en sacrifice. Alors le sculpteur réfléchissant, mais si je mets l'autel au centre, ça va déséquilibrer ma scène, on va voir plus que le centre, comment je vais construire autour? Alors il se retourne vers le maître d'œuvre, est-ce que peut-être en faisant de l'ornementation différente autour de la scène, on va avoir une impression d'espace un petit peu différente? Est-ce que vous pouvez moduler ce que vous aviez prévu dans un premier temps? Ça nécessite une rallonge budgétaire, on dirait aujourd'hui. Alors le commanditaire à ce moment-là dit, je sais pas, est-ce qu'on peut pas imaginer une autre sorte de représentation? C'est toutes ces discussions-là qui sont éminemment intéressantes et qui toujours ont comme unique point d'accroche. Vous voyez que dans cette sorte de dialogue extrêmement fictif, il est réimaginé, toujours en point d'accroche, la signification dans le cadre de la Bible et du mystère théologique qu'il signifie. D'accord. Rien dans ce type de sculpture est accessoire. Rien n'est, on va dire, hasard. Il y a toujours un sens profond.